un autre Rémi, cette fois c'est Rémi Fourche, qui est historien et qui a soutenu une thèse sous la direction de Jean-Luc Maillot sur l'histoire de la protection phytosanitaire dans l'agriculture française. Oui, c'est 20 minutes. Voilà. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Ensuite, je vais aller très vite, puisque j'ai rectifié un petit peu un certain nombre de choses hier soir, en fonction de ce qui avait été dit dans la journée d'hier. Donc j'ai éliminé de fait les gros animaux. J'en dirai juste un petit mot de temps en temps. Alors la photo, je vais m'expliquer, c'est un changement d'échelle considérable puisqu'il s'agit de la tête d'une mineuse des feuilles, c'est-à-dire une petite chenille qui vit dans l'épaisseur des feuilles des pommiers. Et donc c'est un nuisible au niveau agricole. Donc c'était juste pour ça c'est un petit clin d'œil par rapport à tout ce dont on a pu parler. Donc là c'est un changement d'échelle assez complet. Ensuite je vais m'expliquer aussi sur le bornage chronologique que j'ai choisi. C'est-à-dire qu'il peut paraître un petit peu folklorique, 1867-1972. En tout cas, il n'est pas habituel. 1867, c'est la date de sortie de la première revue d'entomologie appliquée et de zoologie appliquée agricole en France. C'est aussi une période où, à quelques mois près, le phylloxéra va être identifié avec certitude, en France également. Et à un an près, c'est aux États-Unis le dépôt du premier brevet insecticide destiné à la destruction des doryphores à l'aide de substances arsenicales. Donc je reviendrai après sur ce que ça impliquait, y compris en France. À l'autre extrémité, pour 1972, en ce qui concerne la date exacte, j'avais retenu surtout l'homologation, la nouvelle loi d'homologation des... Alors j'ai récupéré ça par contre, puisque... Donc l'insectologie agricole, je reviens un petit peu dessus, qui était un journal donc publié à partir de 1867 et qui avait quand même l'avantage de présenter des dessins très bien faits en fin d'ouvrage. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la revue. Juste une chose que je vais ajouter là-dessus, c'est que c'est une revue qui dépendait de la société du même nom et qui avait été créée sous l'égide, on peut dire, de la Société d'apiculture. Une société centrale d'apiculture qui existe toujours d'ailleurs, et sur sa porte, il est toujours marqué insectologie agricole et apiculture. Y ont collaboré un certain nombre de grands naturalistes du 19e siècle. Donc je repasse, donc ça c'était le premier dépôt de brevets aux États-Unis pour les insecticides arsenicaux contre les doryphores. Et je reviens là où j'en ai été, au tournant de 1972, en ce qui concerne l'homologation des pesticides. Donc l'homologation, c'est en fait le contrôle des pesticides avant la mise sur le marché. Ce contrôle a été globalisé en 1943 avec un seul objectif, en fait, c'est que les agriculteurs, les paysans à l'époque, aient un produit qui soit efficace contre les nuisibles, forcément, qui soit efficace. On ne se préoccupait pas beaucoup ni de la santé ni de l'environnement à ce moment-là, surtout en pleine période d'occupation. Et en 1972, les choses changent, c'est-à-dire qu'on prend en compte la santé et l'environnement dans la mise au point de ce qu'on appelle les pesticides actuellement. Alors, tout cela amène quand même à s'interroger sur ce qu'est la nuisibilité, sur ce que sont les nuisibles aussi. Alors, l'une des manières d'appréhender les nuisibles, ce sont les dégâts. Donc moi, j'en ai catégorisé deux sortes, si vous voulez. Ceux qui viennent des animaux autochtones, des animaux ou des plantes d'ailleurs, parce que il n'y a pas que les animaux, il y a les plantes supérieures ou inférieures, il y a les bactéries et autres. Donc en ce qui concerne les organismes autochtones, il est très difficile au XIXe siècle de savoir quels sont les dégâts, quel est l'impact réel de ces organismes, que ce soit des insectes, que ce soit des champignons, que ce soit des bactéries, des mauvaises herbes ou autres. Alors, localement, on a des descriptions tout à fait considérables de dégâts impressionnants, etc. Mais c'est toujours très local. On n'arrive pas
à trouver quelque chose qui soit assez synthétique pour avoir une idée exacte de l'impact sur les cultures des différents déprédateurs. Et finalement, je pense que la phrase qu'avait prononcée le premier directeur de l'Institut de recherche agronomique en 1921, qui s'appelait Eugène Roux, est valable presque jusqu'en 1940, et donc en tout cas sur la première période et sur le 19e siècle, est totalement valable. Il avait dit « Nous ne récoltons que ce que les parasites nous laissent ». Ça sous-entend peut-être que c'est nous qui sommes chez les autres et pas l'inverse. Mais voilà. Et alors, donc, par contre, en ce qui concerne les nuisibles, entre guillemets, allochtones, donc c'est la vignette qui passe, il y a évidemment au 19e des descriptions, par contre, totalement sérieuses, simplement parce que les organismes importés, alors j'ai pris quelques exemples chez les cryptogames, et l'insecte qui est le phylloxéra, évidemment, qui est le plus connu, ces organismes importés commettent des dégâts vraiment colossaux. Donc le phylloxéra, on en a parlé tout à l'heure. Pour l'oïdium, qui est apparu un petit peu avant la période à laquelle je me réfère, on obtient en une dizaine d'années, on a presque une chute des 3/4 de la production de vin. Et par contre, dans les cas qui sont présentés là, on arrivera à trouver assez rapidement une parade, que ce soit par le soufre pour l'oïdium, par la bouillie bordelaise pour le mildiou et le black rot. Donc on arrive à enrayer un petit peu le développement de ces champignons. Pour les insectes, pour le phylloxéra, on l'a dit aussi tout à l'heure, finalement assez rapidement, on arrive à trouver une parade qui est ce qu'elle est, mais qui existe quand même et qui permet quand même de sauver la vigne française. Mais plus encore que les animaux ou les plantes qui sont importés, c'est ceux dont l'importation risque d'arriver. Donc par importation, c'est surtout l'acclimatation. Et celui qui va causer le plus de problèmes et qui va causer le plus de soucis au XIXe siècle, c'est le doryphore. Et il n'arrivera qu'après la Première Guerre mondiale. Mais à partir de 1870, les élites agricoles et naturalistes se penchent sur la manière de détruire le doryphore. Et donc vont se pencher aussi sur les méthodes qui sont préconisées et qui fonctionnent aux États-Unis à partir de 1870-1871. C'est-à-dire l'utilisation d'insecticides divers et variés, mais à base de substances arsenicales. Et ces substances, évidemment, puisqu'elles sont connues assez rapidement, vont être testées en France pour détruire, là aussi, un certain nombre de nuisibles qui sont à ce moment-là forcément autochtones. Donc les vignes, les oliviers, les fruitiers, les cassissiers, les betteraves vont connaître des tests de plus ou moins grande amplitude avant la Première Guerre mondiale. Alors là, j'ai pris quelques exemples, il y en aurait certainement beaucoup d'autres. Ça permet un peu de se replacer dans le contexte de l'époque et d'imaginer ce que les agriculteurs ou ce que l'élite agricole et naturaliste pouvait penser et comment les choses pouvaient être ressenties. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que très peu de moyens de lutter contre ce qui est considéré comme nuisible. Alors ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à avoir des synthèses sur les dégâts qu'ils n'existent pas. Hein. Que la synthèse n'existe pas, ça ne veut pas dire que les nuisibles, entre guillemets, n'existent pas. Surtout que là, on parle de milieux totalement anthropisés, c'est-à-dire qu'un champ n'est pas une forêt, quoi. C'est vraiment quelque chose de totalement artificiel, là, pour le coup. Et donc, c'est à partir de là qu'un certain nombre de personnes, je pense, je peux me tromper, vont imaginer un classement entre utiles et nuisibles, simplement parce que dans les utiles, il y a aussi tout ce qu'on appelle aujourd'hui les auxiliaires des cultures, c'est-à-dire des petits animaux, voire des champignons, etc., voire des gros animaux, qui sont aptes à limiter les dégâts que font ceux qui sont considérés comme nuisibles. Alors, voilà, j'ai pris, c'est juste un peu avant la période aussi que je considère majoritairement, une phrase, mais qu'on pourrait trouver sous d'autres formes pendant pratiquement tout le XIXe siècle.
Donc il serait bien désirable que l'on vulgarisât davantage les études de quelques naturalistes qui suggérèrent probablement aux expérimentateurs le désir d'utiliser l'instinct des parasites et carnassiers pour la destruction des insectes nuisibles dont nous ne savons pas nous garantir aujourd'hui. Donc ça, c'était en 1846. On retrouve le même type en fait de déclaration jusqu'en 1930. Quoi. Après, les choses sont un petit peu différentes. Alors, comme je vais prendre sûrement trop de temps, je vais accélérer un petit peu. Alors, au cours du 19e siècle, pour arriver à faire passer quand même ce genre de message au niveau des agriculteurs, ce qui est pas forcément évident, toutes les élites, et une fois de plus qu'elles soient agricoles ou naturalistes, vont tenter d'imposer ces vues de différentes manières, c'est-à-dire d'imposer la dichotomie utile-nuisible. Ce qui ne veut pas dire que cet antagonisme entre les utiles et les nuisibles corresponde toujours à une réalité biologique. Il y a eu quand même quelques erreurs. Donc tout d'abord, il y a toutes les publications qui se veulent de plus ou moins vulgarisatrices. Donc là, j'ai mis quelques ouvrages autour de 1865 qui sont sortis par des gens plus ou moins connus. Donc Boisduval est forcément connu des entomologistes. Gouraud, peut-être un petit peu moins. Et puis Ernest Menot, c'est un grand classique de l'époque. Donc voilà, c'est juste à titre illustratif. Et puis il ne faut pas oublier Fabre, qui lui était un entomologiste très populaire, qui a publié en 1870 Les Ravageurs et en 1873 Les Auxiliaires. Donc voilà, je pense que les choses étaient assez claires. Et il y a énormément d'autres ouvrages du même style. Alors parfois, on arrive à avoir des ouvrages qui font des catalogues, mais alors vraiment des catalogues, qui prennent d'un côté les utiles et de l'autre les nuisibles, et ce, culture par culture. Donc là, il s'agit de Maurice Girard, que les naturalistes doivent connaître aussi. Par contre, là, j'ai pris quelques vertébrés. C'est pas toujours évident de savoir qui est nuisible et qui ne l'est pas. Dans les nuisibles, vous avez, par exemple, la genette, mais il est quand même dit qu'elle détruit les mulots et les insectes. Donc, c'est pas forcément un nuisible en tant que tel. Ah, il me reste que 5 minutes. Bon, je vais aller beaucoup plus vite. Ma montre fonctionne pas, décidément. Et puis, pour les rapaces, c'est pareil, on l'avait déjà plus ou moins dit. Donc, je n'y reviendrai pas. L'insectologie agricole, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Et l'insectologie agricole, cette société va par exemple mettre en place des expositions d'insectes, des expositions nationales. Donc là, effectivement, on voit pas grand-chose dessus, c'est 1865 au Palais de l'Industrie. Mais ce ne c'est pas uniquement pour montrer les animaux utiles ou nuisibles. Là, il y avait aussi les abeilles, il y avait un certain nombre de choses. Il y a des gens qui sont récompensés. Donc il y a des médailles qui sont éditées pour récompenser ceux qui ont fait les bonnes présentations. Et donc là, vous voyez la symbolique. Vous avez un oiseau, un batracien, un hérisson et les abeilles derrière. Donc voilà, c'est là aussi illustratif. Vous avez aussi les concours scolaires qui auront une grande importance jusqu'à la fin du 19e, où là ce sont les instituteurs aidés évidemment par l'État et aidés par les comices agricoles ou les sociétés d'agriculture locale qui vont essayer de faire l'éducation des enfants. Et puis vous avez quand même à chaque fois chez ces naturalistes le désir de réhabiliter les animaux qui sont dits proscrits. Et là, le terme de réhabilitation existe à la fin du 19e. Alors en particulier pour les batraciens. Donc là c'est le marché aux crapauds de Paris qui est condamné avec virulence par de nombreuses personnes dans l'élite agricole et naturaliste, simplement pour une raison, c'est que les crapauds sont vendus aux Anglais et qu'il n'y en a plus, et donc effectivement ça peut entraîner des problèmes puisque les batraciens sont quand même des insectivores relativement efficaces. Alors il y a les crapauds, il y a les salamandres, il y a les orvets, les animaux réhabilités sont extrêmement nombreux. Il y a des problèmes parfois, par exemple pour les taupes qui sont considérées comme très efficaces comme insectivores, mais qui causent quelques petits dégâts en coupant quelques racines parfois et en faisant des petits monticules. Donc là, ce sont des animaux qui sont relativement inclassables. Et puis, à la fin du 19e, vous avez quand même quelque chose qui se met en place. Ce sont les premières opérations de lutte biologique. Donc je vais aller un peu plus vite, je vais peut-être dépasser de 2-3 minutes, de lutte biologique. Et dont la première réussite en 1912, parce que ça a commencé un petit peu avant, mais en 1912, il y a une première réussite qui est visible.
c'est une coccinelle contre une cochenille importée. Donc la coccinelle est importée aussi. Les États-Unis en avaient fait les frais de ces problèmes sanitaires auparavant, donc les Français ont finalement copié, mais ça fonctionne très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui étaient, enfin les cultivateurs, les agriculteurs du sud de la France, parce que c'est dans le Midi essentiellement, changent d'avis vis-à-vis des parasites à ce moment-là, et ça c'est dit assez clairement par tous ceux qui font des rapports sur la réussite de l'opération en 1912, qui sont des gens comme Paul Marshall, que certains connaissent peut-être, voilà, des entomologistes agricoles vraiment à ce moment-là. Donc voilà, là j'avais mis juste dans les Alpes-Maritimes, c'est les premières cages d'élevage de la coccinelle qui venaient d'Australie. Alors je vais quand même dire un petit mot sur la période après. Donc en dans l'entre-deux-guerres, entre 1920 et 1940, on a quand même un changement de vocabulaire. Le terme nuisible apparaît beaucoup moins. Et deux termes vont apparaître massivement, c'est ennemi des cultures et défense sanitaire des végétaux. Ce qui ne veut pas dire que vous ne trouverez pas sur des ouvrages le terme nuisible. Il y a un ouvrage très célèbre qui le comporte, mais progressivement les choses vont changer. Donc je vais aller un peu plus vite. Parallèlement, on continue à faire des opérations de lutte biologique, on continue à faire des essais de traitement et les scientifiques de l'époque continuent à étudier les mœurs des insectes, des champignons, des bactéries, de tout ce qu'ils peuvent trouver. Donc là j'ai donné un exemple, c'est sur un petit carabe qui avait connu des essais d'acclimatation dans le sud-ouest de la France. À l'époque ça n'avait pas fonctionné, l'idée a été reprise il y a très peu de temps, avec la même espèce me semble-t-il. Bon, alors, pour quand même que je donne un aperçu général de ce que représentent les nuisibles, je me suis servi d'un ouvrage qui a été réédité entre 1934 et 1972, qui s'appelle « La défense des plantes cultivées ». L'avantage, c'est qu'il a été réédité par les mêmes personnes. Alors, c'est un ouvrage helvétique, mais qui est une référence en France à l'époque. Et donc, on s'aperçoit... je ne sais pas si vous pouvez lire, d'une certaine augmentation des groupes en nombre d'espèces. C'est-à-dire que les plus importants, évidemment, sont les insectes, où on passe de 140 espèces nuisibles en 1934 à 278 en 1972. Donc là, si vous voulez les autres chiffres, je vous les donnerai. Merci. Ces augmentations ont plusieurs causes. D'abord, il y a évidemment l'amélioration des connaissances scientifiques qui permet de trouver de nouvelles espèces, de mieux maîtriser la connaissance des cycles, des champignons en particulier. Il y a la généralisation des monocultures qui vont entraîner des explosions de population. Et vous avez évidemment l'accroissement lié au commerce mondial, qui est assez colossal, puisque sur la période considérée, il y a au moins une trentaine d'espèces d'insectes qui apparaissent en plus. Alors pour les autres, je n'ai pas fait le détail. Donc voilà, là j'avais aussi les autres micro-organismes, cryptogames, virus, bactéries. En fait, tout a tendance quand même plutôt à augmenter au cours du temps. Alors, juste un petit mot, je vais peut-être dépasser une ou deux minutes, mais... D'accord. Donc, bon, j'avais mis quand même l'évolution du nombre de matières actives et de produits commerciaux concernant les pesticides. Alors, le lien est évident entre les deux, c'est-à-dire que pendant une certaine période, l'industrie a réussi à maîtriser plus ou moins les ravageurs et les parasites, mais elle ne l'a pas fait complètement. Et une partie de l'augmentation du nombre d'espèces est due en particulier aux traitements massifs qui ont eu lieu à ce moment-là. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des cas de résistance, il y a des cas de niches écologiques laissées vacantes avec d'autres organismes qui apparaissent, etc. Et alors donc, je vais conclure, puisque je disais que on utilisait beaucoup moins le terme de nuisible, qu'on a utilisé le terme de défense, le terme d'ennemi des cultures qui est toujours en cours d'utilisation de manière assez récurrente. Mais il y a une chose assez surprenante.
et ça va être la conclusion en fait, donc j'abrège beaucoup par rapport à ce que j'avais prévu, c'est que à partir des années 30, un autre terme apparaît, c'est protection des plantes et protection des cultures. Et à partir des années 70, et donc ce sera un petit peu la conclusion, on a... J'ai été coupé ? Non, non, ben, je sais pas, non, ça n'a plus l'air de fonctionner. Bon, c'est pas grave. À partir des années 70, on va avoir ce terme de protection des plantes et de protection des cultures qui va être utilisé énormément par l'industrie. Donc vous aurez par exemple l'Union des industries de la protection des plantes, en fait c'est Monsanto, Bayer et autres. Vous aurez quelque chose qui s'appelle protection des plantes et environnement en 1971, je crois, qui est l'organe de propagande de l'industrie. Vous avez un certain nombre de choses comme ça, et ils sont basés sur un terme qui est apparu dans les années 30 pour le récupérer à ce moment-là. Or, ce qui est intéressant aussi, à cause des problèmes engendrés par la lutte chimique dans les années 60-70, c'est l'apparition de tout ce qu'on appelle lutte biologique et lutte intégrée à ce moment-là, et qui là va faire changer le rapport qu'on a finalement aux organismes nuisibles. Donc il le fait changer de manière assez considérable. Là aussi, dans les rapports des scientifiques de l'époque, ça se voit. Il y a un certain nombre d'actions en France qui ont lieu à partir de la fin des années 50 jusqu'aux années 74-75 pour les essais, je dirais. Donc il y en a 3, et après je m'arrêterai là. Il y en a 3 massives. Il y a ce qu'on appelle l'action de prédéveloppement dans la Drôme, de 67 à 73. Ce sera sur les arbres fruitiers. Vous aviez une action à la même époque, aussi sur les arbres fruitiers, mais sur un ravageur unique, et là c'est vraiment de la lutte biologique classique qui était le Poussin San José, donc une cochenille. Et puis vous avez, à la fin des années 60, là c'est les grandes cultures, puisque c'est sur les colzas dans le sol du Lauragais, qui à cause des pullulations et de l'incapacité de trouver des traitements chimiques adéquats, ont obligé à supprimer les cultures de colza pendant 3 ou 4 ans. Et après, les choses ont été reprises sous des méthodes de lutte intégrée, de lutte biologique. La seule chose, et ce sera la dernière phrase, qui est très curieuse, c'est que l'organisation internationale qui s'occupe finalement de fédérer un petit peu toutes les bonnes volontés et d'assurer la vulgarisation de tout ce qui est lutte biologique et lutte intégrée, c'est-à-dire la diminution du nombre de traitements et l'utilisation d'auxiliaires des cultures pour limiter les dégâts, s'appelle Organisation internationale de lutte biologique pour la destruction des organismes divisibles végétaux et animaux.